Bonjour, bienvenue dans la séance numéro 10, la séance sur les bases de données et MySQL, qui est la technologie qu'on va utiliser comme base de données dans le cadre du cours de développement d'applications web. Alors, juste pour faire un retour rapide, je saute tout de suite à la diapo numéro 3, mais on reviendra au menu numéro 2. Alors, juste pour vous donner un peu de contexte, aujourd'hui, on explore le dernier tiers, qui est le tiers de données. Les cours 1 à 8, on les a utilisés pour présenter le tiers de présentation, qu'on appelle aussi front-end ou programmation client. Alors, ça comprend les technologies HTML, CSS et JavaScript. Le cours 9, on a introduit le tiers de la logique d'affaires, qu'on appelle aussi programmation serveur, tiers applicatif ou back-end, tous des synonymes. Et aujourd'hui, au cours 10, on va introduire le tiers de données. Cours 11, on fera une intégration du tiers de la logique d'affaires, donc PHP et MySQL. C'était juste pour vous positionner dans le cadre du cours. Plus spécifiquement aujourd'hui, on va parler de MySQL comme technologie, PHPMyAdmin qui est un utilitaire graphique qui nous permet de gérer notre serveur de base de données à partir de notre serveur PHP, notre serveur back-end. Aussi, on va regarder l'idée d'un script d'initialisation qui permet d'initialiser la structure de table et potentiellement aussi d'ajouter des données comme point de départ. En 2.2, on va regarder comment notre serveur back-end, alors gardez ça en tête, là, ici, cette diapo-là, comment le serveur back-end, qui est le tiers de la logique d'affaires, réussit à se connecter, donc la connexion à partir de PHP, vers le serveur de base de données, et comment on peut effectuer des requêtes de sélection à partir du back-end vers la base de données. En 2.3, on regardera comment faire des requêtes de type insert into à partir du back-end vers le serveur de base de données. Et en 2.4, on va revisiter ensemble les formulaires. Okay, on a vu les éléments HTML au cours 2, la balise form, balise input, label, un input de type submit comme un bouton de soumission. Alors, on va revoir les formulaires et on va comprendre comment les données envoyées par le client au moment de la soumission du formulaire peuvent être récupérées dans le back-end pour prendre des actions avec ces données-là. Exemple, ajouter une nouvelle ligne à une table et ensuite, on peut la sélectionner. Ça, c'est 2.4. On fera également l'ouverture en 2.4. C'est le plan pour la séance numéro 10. Je fais un rappel. Okay, on a dit là, tantôt, cours 1 à 8, on était ici. Cours 9, ici. Cours 10. Okay, le premier rappel que je veux faire, c'est que le tiers de données nous permet de stocker et récupérer des informations à partir d'une base de données ou d'un système de fichiers. Alors, ça, c'est ce que vous voyez ici. Dans le cadre du cours, on choisit spécifiquement la technologie MySQL. Et là encore, un peu comme j'ai fait en PHP, je tiens à vous rassurer par rapport au choix de la technologie. Peut-être des gens qui vont vous dire « Ah, MySQL, c'est pour des petits projets open source qui ont peu d'importance. » Eh bien, c'est peut-être une vision qui était correcte il y a de ça plusieurs années, mais si on regarde chez Shopify, on utilise MySQL. Des fois aussi, vous entendrez MySQL, c'est une autre façon de le dire. Alors, technologie qui permet d'avoir des bases de données de très grande taille, avoir une très bonne performance aussi. Et derrière cette technologie-là, le langage et le SQL, que vous entendrez aussi des fois sous la phonétique SQL. MySQL, langage SQL. Il y a d'autres technologies qui sont basées sur le langage SQL. Okay, le MySQL, c'est open source, mais il y a des technologies propriétaires comme Microsoft SQL. Okay, il y a d'autres technologies aussi avec lesquelles je suis un peu moins familier, comme PostgreSQL, ou même Oracle fait des bases de données en SQL. Vous avez aussi des bases de données comme MongoDB qui utilisent des technologies NoSQL. Alors, une autre approche que le SQL. Et aussi, il y a moyen de stocker des informations dans des fichiers, comme des fichiers XML ou CSV ou d'autres choses. Okay? Alors, plein de manières de stocker, mais je dirais qu'un classique, okay, qui est très très répandu, c'est d'utiliser une base de données MySQL. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on va utiliser aussi au cours 11 pour l'intégration.
Alors là, je vous parle de bases de données, de langage de requête pour des bases de données, mais on devrait peut-être prendre un instant pour un peu mieux définir c'est quoi l'idée d'une base de données. Avant même d'aller regarder notre serveur, regarder les requêtes d'initialisation, requêtes select, insert into, essayons de comprendre à quoi ça va nous servir, de quoi ça a l'air une base de données. Et là, ce n'est pas un cours de design, de conception de base de données, alors on va couvrir ça rapidement. Au moins, là, pour vous donner un petit aperçu, on va faire une métaphore ici. J'ai ouvert Google Sheets. Google Sheets qui est un équivalent d'Excel pour ceux qui ne sont pas familiers. Donc, Excel, c'est la suite Office. Google Sheets, c'est la suite de Google. Et là, ici, je vais définir une première table. Okay. Première table qui est la table des produits. Et dans des chiffriers, comme Excel ou Google Sheets, on est en mesure de stocker de l'information à 2 dimensions. On peut avoir des colonnes, qui sont des propriétés qu'on veut modéliser, et on peut avoir des lignes, et chacune des lignes est une entrée dans notre table. Alors, pour des produits, je pourrais, à titre d'exemple, je vais agrandir un petit peu ici, je ne sais pas si commande plus va fonctionner. Ouais, pas super bien. View, zoom, on va agrandir comme ça à la place. Okay. Pour des produits, je pourrais vouloir modéliser le nom du produit. Et là, je fais exprès ici de laisser là, une colonne vide. Vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Je pourrais vouloir modéliser, je ne sais pas moi, des caractéristiques. Mettons-le dans une manière un peu plus lisible de base de données. Je vais même mettre nom en minuscule. Je vais mettre car ou comme ça ici, mais sans accent. Je pourrais mettre aussi pour moi le prix d'un produit et je pourrais mettre il y aurait bien des manières un peu plus optimales de faire ça, mais je pourrais dire la quantité disponible. Et là, bien évidemment, là, comme je disais, on pourrait avoir une structure plus complexe où on a des variantes pour chacun des produits, des quantités spécifiques. Et là, je pourrais avoir des entrepôts avec des quantités différentes pour le même produit. Donc oui, ok, on peut aller beaucoup plus complexe, mais là, le but, c'est juste d'introduire l'idée d'une base de données. Alors, on regarde la première unité de la base de données qui est la table. Là, j'ai une table des produits, le nom d'un produit, ses caractéristiques, son prix, et la quantité disponible. Donc, je pourrais dire j'ai T-shirt. Ça, ce sont mes propriétés ici. Je vais les mettre en gras. On va encadrer ceci. Un T-shirt, caractéristique, je pourrais dire qu'il est disponible en small, medium et large. Son prix, 39,99 et j'en ai 50 de disponibles. OK, là, j'insiste, là, ça pourrait être beaucoup plus complexe que ça. Je pourrais avoir une table intermédiaire pour dire la quantité pour chacun de mes variantes ou de mes tailles, là, mais gardons ça simple ici. Et je vais écrire 3 items. OK, donc un T-shirt. Je veux dire que je vends aussi des chandails. Je vais mettre au singulier. Lui, je l'ai juste en médium, large et X large. Il est 79,99 et j'en ai 20 de disponibles. Et là, j'ai, je sais pas moi, des pantalons cargo. Ils sont disponibles seulement en X small et en large. Et ils sont 89,99 et j'en ai 25 de disponibles. Alors là, j'ai stocké des informations dans une table où j'ai des propriétés pour chacun de mes produits et j'ai plusieurs lignes qui représentent différentes entrées dans ma table. Excellent. Imaginez maintenant que je souhaite modéliser, et c'est toujours dans le cadre de mon application, modéliser les clients avec qui je fais affaire. OK, alors là, je pourrais écrire une nouvelle table. Je vais l'écrire ici, disons. OK, mes clients. Clients. Ça, je pourrais le mettre peut-être en minuscule. Produit, client minuscule. Je vais le mettre en gras. Et là encore, je vais laisser une colonne. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Alors, ce que je vais faire, je vais dire c'est quoi le nom de famille, le prénom. Je pourrais dire l'adresse et le numéro de téléphone. Téléphone.
Okay, alors, j'invente un peu au fur et à mesure. On va écrire juste 2 clients. Ici, on va mettre ceci en gras. Je vais dire John Doe, qui habite au 111 rue ABC. Son numéro de téléphone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Parfait. Et Jane Doe, qui habite au 222 rue EFG 999 999 9999. Alors, j'ai 2 clients. Jusqu'à date, on n'a rien fait qu'un chiffrier ne nous permet pas de faire. Mais là, on va rendre les choses un peu plus intéressantes. Et on va dire qu'on veut aussi stocker les achats qui sont faits. Et là, si vous êtes comme moi, vous avez sûrement déjà utilisé un chiffrier pour des raisons ou plutôt d'une manière qui n'était pas optimale et vous vous êtes dit, OK, je veux stocker une information qui n'a pas vraiment rapport avec ma table ici, mais j'ai ajouté une colonne, puis là, je vais essayer de m'organiser. Alors, je vais dire que pour mes achats, ce que je vais faire ici, je vais me créer une colonne. Je vais la mettre plus loin parce qu'on l'enlèvera après. Les achats, et là, je vais dire que, je ne sais pas moi, John a acheté 2 t-shirts. Et là, Jane a acheté un chandail. Et là, après ça, elle est venue également acheter un t-shirt. Et là, plus tard, John... OK, vous voyez un peu là. John a acheté un pantalon cargo. Et là, vous créez des nouvelles colonnes et vous essayez de tricher un peu. Moi, je faisais ça là, quand j'ai commencé avec les chiffriers. Je me servais de techniques comme ça. Je me disais, OK, je sépare par une virgule toutes les informations. Mais éventuellement, on se rend compte que ça brise et que ce n'est pas la bonne manière de modéliser des données. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un cours de conception de base de données où on voit, OK, il y a des normalisations qu'on fait pour bien concevoir. Première normalisation, deuxième, troisième. C'est pas ça qu'on va faire ici, mais je vais vous introduire à l'idée des bases de données relationnelles. C'est surtout là où je veux en venir. Alors, je supprime ma colonne ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle table qu'on va appeler achat. Achat. Là, je vais faire comme tout à l'heure. Je crée quelques rangées. On va avoir des propriétés pour les achats. J'aurais peut-être pas besoin de toutes les colonnes. OK, mais on va dire ici, je vais enlever une ligne pour qu'on voit un peu mieux. Okay. Première chose, on va dire, c'est quoi le produit qui a été acheté? Et vous verrez que cette colonne-là va porter un autre nom tout à l'heure, où la propriété sera légèrement différente, je devrais dire. Alors, quel produit a été acheté? C'est qui le client qui a acheté le produit? Je ne sais pas moi, c'est quoi la quantité qui a été achetée et c'est quoi le prix final? Et là, dans la table des achats, on pourrait vouloir faire quelque chose comme le t-shirt et oublions les caractéristiques. Est-ce que c'est quoi la taille ou la couleur qui a été achetée? Là? On va dire que chaque produit est unique. Alors, le t-shirt a été acheté par John 3 fois 39,99, ça fait 119,97. Okay, si je me trompe, désolé de l'erreur de calcul mental. Alors, c'est notre première ligne des achats. Ensuite, et là encore, comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas optimal parce qu'un achat pourrait avoir en fait t-shirt, pantalon, chandail combinés. Alors, peut-être qu'on voudrait même des tables supplémentaires qui pourraient être des lignes dans un achat. On appelle ça des line orders. Mais là encore, je simplifie un peu. Deuxième ligne, on pourrait vouloir dire que Jane a acheté un chandail. Alors, chandail, Jane en a acheté un pour 79,99. Et là, je mets une dernière ligne avant qu'on ajoute ce qui manque et qu'on corrige ici, là, je mets ça en gras, qu'on corrige le titre de nos colonnes. Alors, finalement, je ne sais pas, on peut répéter chandail, mais là, c'est John qui en a acheté 2. Alors, ça fait 159,98. OK. Alors, notre table des achats met en relation des produits et des clients. Et là, il y a des termes plus techniques, là, des tables pivots, des choses comme ça. Des relations many-to-many, ou pour avoir des relations one-to-many, many-to-one. Toutes sortes de concepts intéressants en design, en conception de base de données.
Mais ici, tout ce que je veux vous exprimer, c'est qu'on met en relation des produits et des clients dans une nouvelle table. Ce qui fait en sorte qu'on crée un système à plusieurs dimensions. Notre client, ici, c'est juste une cellule, mais il y a plusieurs informations. C'est comme si on ajoutait une troisième dimension, et là, dans la troisième dimension, on est en mesure de dire, OK, voici son adresse, voici son téléphone. Pour l'achat de cette ligne-ci, on peut aller retracer d'autres informations. Et on pourrait avoir plus que 3 dimensions, ce qui est un peu difficile à imaginer parce que notre cerveau est habitué de travailler en 2 ou 3 dimensions ou une dimension. Mais en mettant en relation des données, on peut se ramasser avec une grande quantité de dimensions. Par contre, il y a un petit problème avec ce système-ci. OK, je vous en nomme 2. Le premier, c'est que si le T-shirt demain porte un nouveau nom, par exemple, au lieu d'être T-shirt, c'est chandail à manches courtes, là, je dois le changer dans la table des produits. Je dois changer dans toutes les tables qui référencent mon produit. Alors, utiliser du texte comme ça n'est pas une très bonne idée pour référencer des données dans d'autres tables. Alors, on utilise souvent ce qu'on va appeler une clé. Alors, définissons une clé. Okay? Une clé, ce qui est utilisé au plus souvent, c'est une colonne ID. Et on va commencer la numérotation à 1. La base de données se charge, on dit, d'auto-incrémenter, donc d'ajouter 1 à chaque nouvelle ligne. S'assure de ne jamais utiliser 2 fois la même valeur pour une même table. Donc, tout ça, c'est la base de données qui gère ça pour nous. Et là, je le fais à la main, donc 1, 2 et 3. Et maintenant, quand on va référencer des produits dans d'autres tables, comme ici pour les achats, mais ça pourrait être on pourrait avoir une table d'inventaire et dire, OK, je vais faire un meilleur système, je ne mettrai pas la quantité ici parce que j'ai plusieurs entrepôts qui peuvent avoir des t-shirts, des chandails, des pantalons. Donc, je vais référencer mes produits dans des tables d'inventaire. Même chose, j'utiliserai le ID. Alors ici, au lieu de mettre t-shirt, chandail, chandail, je vais dire mon produit numéro 1, mon produit numéro 2, mon produit numéro 3. 2 encore, parce que c'était chandail aussi, pardon. Mais on va appeler la colonne produit ID. Et ça, c'est une convention en base de données. On utilise le nom de la table qui est référencée, underscore ID. Même chose pour le client. On va dire, au lieu de mettre John, OK, ça nous amène à notre deuxième problème. Le premier problème, c'était que si un nom change, on doit le changer partout, tandis qu'un identifiant unique comme ça ne changera jamais. On ne pourra jamais aller modifier le 3 pour un 4 ici. Si on a besoin d'une nouvelle ligne, on l'ajoute, mais si celle-là change, on pourra changer ses propriétés, mais pas la valeur auto-incrémentée. Deuxième problème, c'est qu'on peut se retrouver avec plusieurs lignes dans une même table, okay, pour lesquelles une certaine colonne a la même valeur, une certaine propriété. Alors, je pourrais avoir maintenant un John, au lieu d'être Doe, ça pourrait être Tremblay. Et là, ici, est-ce qu'on parle de John Doe ou de John Tremblay? On ne le sait pas. Alors, plutôt que d'utiliser un prénom, et là, on pourrait faire l'argument, mais prénom, nom de famille ensemble, là encore, on n'est pas garanti que c'est unique, tandis que la clé, le ID, on est garanti de son unicité. Alors, pour John, on aura 1, pour Jane, on aura 2. Ici, on va se servir de l'identifiant du client, John 1, Jane 2, Jane 1. Oups, ça c'était John 1, pardon. Alors, on se sert des ID, et pour la table des achats, on va également vouloir, comme pour toutes nos tables, définir une clé arbitraire auto-incrémentée et numérique 1, 2, 3. Okay? Alors, ça, c'est ce qui s'appelle une clé primaire, parce que c'est la clé de la table. Et quand on se sert comme référence d'une clé à l'intérieur d'une table, comme pour le produit ID et le client ID, on appelle ça une clé étrangère, qui est foreign key en anglais. Alors, ça fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Okay? Un système de gestion de base de données va vous permettre de définir des tables avec des propriétés, des lignes, des entrées dans votre table, et mettre en relation les tables. Il y a beaucoup plus à ça, là, mais mettre en relation ces tables-là et ainsi avoir une base de données relationnelle. Mais à la base, l'unité, c'est la table. Donc, j'espère que ça vous donne un peu une idée de ce qui se passe en arrière. Vous n'aurez pas vous-même à concevoir des tables.
Vous n'aurez pas à écrire vos requêtes d'initialisation ou n'importe quelle requête SQL. Tout ça vous sera fourni dans le cadre du cours de développement d'applications web. Au moins, là, vous avez une petite idée un peu de comment on structure les données dans une base de données. Alors, je vais garder ça pas loin si jamais on en a besoin pendant le cours. Et je reviens ici à la suite des choses. J'insiste aussi, je fais juste revenir à la diapo 3. J'insiste sur quelque chose parce que quand on va parler de PHP-MyAdmin, qui est l'utilitaire graphique, des fois c'est un peu mêlant. On est où là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, avec MAMP ou XAMPP, donc MAMP sur Mac, XAMPP sur PC, vous retrouvez à avoir installé deux serveurs principaux. Un serveur pour le langage back-end, donc PHP, permet d'interpréter des scripts PHP. C'est un serveur Apache ou Apache. Et vous avez aussi un serveur MySQL. Et là, pour aller gérer vos données, être en mesure d'initialiser ou juste de consulter les tables, de faire des opérations manuelles, vous avez accès à un utilitaire graphique qui est PHP-MyAdmin. Alors, le PHP-MyAdmin vous permettra d'aller voir vos tables, un peu comme ce qu'on vient de faire dans Microsoft, dans Google Sheets, d'aller voir les données, regarder vos clés, définir de nouvelles contraintes. Vous pouvez tout faire cette gestion-là à partir de PHP-MyAdmin. C'est aussi possible de le faire à partir du terminal, mais c'est un peu plus difficile et on ne le fera pas dans le cadre du cours. Alors, continuons. Ici, ça c'est ce qu'on vient de faire, la démonstration, les bases de données relationnelles. Sur un serveur, on peut avoir plusieurs bases de données et chaque base de données va avoir une ou plusieurs tables. Nous, dans un instant, on va créer une base de données qu'on va appeler HEC. Et dans la base de données HEC, qui est sur votre serveur MySQL, vous allez vous retrouver à la fin de la session avec plusieurs tables différentes, certaines qui auront des relations entre elles et d'autres qui seront indépendantes. Donc, des fois, pour des exercices, vous aurez besoin seulement d'une table, mais des fois, vous aurez besoin de quelques tables. Et là, je vous donnerai des requêtes qui font des jointures entre ces tables-là, mais tout ça sera fait pour vous. Mais il pourrait avoir plusieurs tables en relation ou pour avoir des tables indépendantes aussi. Juste pour un peu de nomenclature, les tables contiennent plusieurs attributs, qui sont des propriétés sur ce que vous voulez modéliser. On va aussi les appeler des colonnes. Et les lignes, chacune des lignes, c'est une entrée, c'est un nouveau jeu d'informations pour lequel vous devez entrer les données, les attributs. OK, je pense que ça fait pas mal le tour là, de l'introduction conceptuelle par rapport aux bases de données. Alors maintenant, on va regarder comment se servir de PHP-MyAdmin. Alors j'assume que vous avez déjà installé XAMPP ou MAMP. Moi ici, j'ai MAMP d'installer. Je vais fermer mon PHP-MyAdmin. Je vais revenir ici. Si vous êtes sur XAMPP, il y a plusieurs lignes, mais tout ça, c'est dans les capsules là, données en début de session, mais vous avez plusieurs lignes, je pense 5 de mémoire dans votre outil comme ça. La première, c'est pour Apache. La deuxième, c'est pour MySQL. Vous pouvez cliquer sur Admin. Ça va vous amener directement sur PHP-MyAdmin. Sur MAMP, vous cliquez sur le petit bouton que je viens de cliquer. Vous allez dans les outils et vous cliquez sur PHP-MyAdmin. Et là, ça vous amène ici, qui est un utilitaire graphique qui vous permet de gérer votre serveur de base de données. Donc, serveur ici, localhost, on voit que c'est un serveur de type MySQL. C'est une fenêtre vers votre serveur. À gauche, vous avez une liste des bases de données. Donc, j'ai déjà 4 bases de données sur mon serveur sans rien avoir fait. Si je clique ici sur le petit plus, vous voyez que ce sont des tables qui sont installées par défaut. C'est pas comme si vous aviez une table ici qui s'appelait exercice 2.3. Clairement, ça serait moi qui vous les fournis, là, mais ici, on a des tables qui sont là par défaut à l'installation, qui sont requises pour que ça fonctionne. Même chose pour MySQL. 6 probablement pour système, performance schema. Ça marche. Donc, ici, on a des listes. On a une liste de nos bases de données. Tantôt, on en aura une nouvelle. On a différents onglets. Ici, on va se servir de quelques-uns de ces onglets-là. Première chose qu'on va faire.
Et ça, c'est à faire une fois pour l'ensemble de la session. Alors, suivez-moi, faites-le une fois. Je vous conseille de le faire en même temps que moi. Et après ça, à chaque exercice, vous n'avez pas à faire cette première étape-là que je vais présenter. Alors, on vient dans le menu, on clique sur New et on va créer ensemble la base de données dans laquelle on va travailler pour l'ensemble, ou plutôt pour le reste de la session. Quand on va ici créer la base de données, on va l'appeler HEC en minuscule. On va donner le jeu de caractères, on appelle ça aussi une collation en anglais, UTF-8 général. Et on va faire Create. Donc, vous voyez ici, j'ai HEC. Mais quand je clique sur HEC, et par défaut, ça sélectionne HEC au moment de la création. Je n'ai aucune table encore dans la base de données. La base de données est vide, contrairement aux autres. Okay? Je reviens sur HEC. Je diminue ici les autres. Alors, aucune table, c'est correct. On va régler ça dans un instant. Mais on a HEC disponible. OK. C'est ici. Vous avez aussi là, un rappel de ce que je vais montrer dans la prochaine diapo. Je vais venir dans Sublime Text. Okay, 2.1, MySQL et script d'initialisation. Je vais venir chercher le fichier qui s'appelle scriptdinitialisation.sql. Et là, je tiens non seulement à vous montrer comment l'exécuter, mais à vous donner un petit peu de contexte. À chaque fois que vous allez faire un nouvel exercice là, qui requiert un nouveau contexte et que cet exercice-là implique du SQL, du MySQL, vous allez avoir un script d'initialisation. Et ce script-là, je l'ai dit tantôt, je le répète, permet de définir la structure d'une ou plusieurs tables requises pour l'exercice et potentiellement d'ajouter des données comme point de départ. Alors ici, là, on va voir, on ajoute, on insère dans la table des publications qu'on va créer dans un instant, 2 lignes. Une première ligne, je me fais un sandwich. Une deuxième ligne, il pleut dehors. Alors, ces scripts d'initialisation-là vous seront toujours fournis. Et comme j'ai dit, si vous faites un exercice intégrateur, vous pratiquez, peu importe, un exercice après séance 10 s'il y en a, prenez le temps d'exécuter le script d'initialisation. Ça prend ça, sinon toutes les requêtes de sélection et les requêtes d'insertion ne fonctionneront pas. Pour le cours 10 spécifiquement, OK, tout ce qui est démonstration, donc démo, autant 2.1 que 2.2, que 2.3, que 2.4, tout ce qui est démo requiert l'exécution de ce script-ci, qui est en lien avec la table publication. Maintenant, tous les exercices, vous en aurez un à faire pour 2.1 dans quelques instants, tous les exercices 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 requièrent l'exécution du script d'initialisation par rapport à la table des articles. Okay? Et là, comme je disais tantôt, il y aura des exercices intégrateurs PHP MySQL. Ceux qui sont juste PHP sans MySQL, vous n'aurez pas de script, mais ceux qui impliquent du MySQL, vous aurez un nouveau script. Et je suis conscient que ça prend des tables avec des noms différents, alors ne soyez pas inquiets, vous n'aurez pas à réutiliser des vieux scripts pour de nouveaux exercices. À chaque fois, vous aurez un nouveau script. C'est important de le comprendre, c'est important d'exécuter parce que souvent, il y a des bugs qui sont simplement dus au fait que le script n'a pas été exécuté. Alors, je viens prendre pour ma démo, je ferme tout ça, le script d'initialisation. Je vois, et sans le lire en entier, c'est pas ça le but, là, mais je vois ici, première ligne, ça c'est, je vais enlever la table si elle existe déjà. Donc, on verra que ça peut être utile quand on veut remettre l'état initial. Donc, je supprime la table des publications si elle existe. Ensuite, je vais la créer. Et quand je vais la créer, je vais lui donner une certaine structure. Je vais avoir 4 colonnes, ID, description, created at, updated at. Okay, ce sont des attributs qu'on aime bien garder sur une colonne, sur une table, pardon, pour avoir un suivi. C'est quand que la ligne a été ajoutée, c'est quand qu'elle a été mise à jour. Mais pour le cours, ok, ça se peut qu'on ne s'en serve pas toujours, mais c'est une habitude que j'ai de les mettre quand même dans la structure. Bon, alors on aura ID, int, qui est un nombre entier. Tantôt, je vous ai parlé des nombres auto-incrémentés. On a la description, une chaîne de caractères, 255 caractères maximum, avec un certain jeu de caractères UTF-8, bon, blablabla.
Ensuite, une fois qu'on aura créé la table avec sa structure, on va insérer des données dans la table des publications, spécifiquement pour les colonnes suivantes. Et voici, mon Siri a été déclenché par ce que je disais. Et voici les données à être ajoutées. Alors, c'est ça le script. Vous n'aurez jamais écrit ce script-là vous-même. Vous n'avez pas à comprendre le détail, mais je vous l'explique pour que vous puissiez ensuite valider, si vous êtes intéressé, que l'exécution s'est bien passée. Alors, pour l'instant, ce que je vais faire commande A. L'équivalent serait CTRL A sur un PC. Ça va mettre tout mon code en surbrillance. Assurez-vous d'avoir tout mis en surbrillance. S'il manque juste le point-virgule à la fin ou la parenthèse, ça se peut que ça soit suffisant pour tout faire planter. Alors, je mets tout en surbrillance. Je vais faire commande C ou CTRL C sur un PC qui me permet de copier le contenu en surbrillance. Donc, faites-le à votre façon. Vous pouvez le prendre avec la souris, vous pouvez faire Edit, Copy, ça n'a pas d'importance. Commande C. Je viens ici dans PHPMyAdmin, qui est ma fenêtre, mon utilitaire graphique pour gérer mes bases de données. Je sélectionne spécifiquement la nouvelle base de données HEC qu'on vient de créer et je viens dans l'onglet qui s'appelle SQL. Ça me permet d'exécuter du SQL. Alors, je vais coller avec commande V, ça serait CTRL V sur un PC ou bouton droit Paste. Okay. Alors, j'ai collé, vous pouvez vous assurer que vous avez tout mis, le drop jusqu'à la fin avec le point-virgule. Et je vais cliquer sur le bouton Go. Ça va vous demander est-ce que vous êtes certain. Je fais oui. Et ici, en fonction du type d'opération que vous venez de faire, si c'est une requête d'initialisation, ça se peut qu'il y ait un message comme quoi il n'y a aucune ligne qui a été ajoutée, là, un empty result set. Mais là, plus tard, vous avez aussi une requête d'insertion, donc il y a des lignes qui ont été ajoutées. Mais l'important, c'est de voir des lignes vertes. Si vous voyez un message en rouge, comme quoi il y a une erreur, recommencez. Sûrement, ce que vous avez oublié, c'est de bien copier toutes les lignes. Okay. Si la table est déjà là et que vous exécutez à nouveau, donc je reviens, je m'assure de sélectionner la base de données HEC. Je clique sur SQL. Si je colle et j'exécute à nouveau, ce que ça fait, étant donné qu'il y a la première ligne ici, Drop Table, ça supprime ce qui existe comme table des publications et ça l'ajoute à nouveau avec les lignes de départ. Donc, ça fonctionne quand même. Vous pouvez exécuter le script autant de fois que vous souhaitez, comme j'ai dit tantôt. Ça peut être pratique de faire ceci lorsque vous êtes dans un exercice et que vous avez beaucoup de données dans votre table. C'est rendu compliqué de voir qu'est-ce qui se passe. Parfait. Reprenez le script, exécutez-le à nouveau. Des fois, je vais dire rouler le script, donc exécutez-le à nouveau. Et là, vous allez repartir du point de départ. Bon, je rafraîchis ma page. J'ai maintenant ma table des publications. Je viens la chercher en cliquant dessus. Quand je clique sur une table, j'ai un menu différent ici. Okay, un menu différent de celui des bases de données. Je peux regarder la structure de ma table. ID, description, created at, updated at. C'est quoi leur type? Okay, c'est quoi leur jeu de caractères? C'est quoi ici les données supplémentaires, les informations supplémentaires? Je pourrais faire du SQL sur ma table. Je pourrais m'amuser à écrire des requêtes de sélection, les exécuter. Oups, select star from publication, exécuter ça. Ok, je pourrais faire ceci. Je pourrais insérer des nouvelles données. Pour insérer des données, on appuie sur Insert. Ici, c'est un peu spécial là, parce qu'on peut ajouter deux lignes à la fois. Première ligne en haut, une deuxième ligne en bas. Mais disons que je vais ajouter une nouvelle ligne, je pourrais laisser à la base de données le soin de choisir c'est quoi le ID, parce qu'on a dit qu'il est auto-incrémenté. Juste écrire la description, dire « Voici ma nouvelle description ». J'appuie sur « Go ». Ça va ajouter une nouvelle ligne. Je pourrais retourner en arrière, et ça va vous permettre de voir ce nouvel onglet-là. J'appuie sur « Naviguer »,« Browse », et je vois les trois lignes. Les deux premières ont été ajoutées avec le script d'initialisation, et la troisième, c'est ce que je viens de faire à la main. Okay, voici ma nouvelle description. Alors, je pense que ça fait le tour pour tout ce qui est PHPMyAdmin. Peut-être en rappel, vous dire
N'oubliez pas de créer votre base de données HEC. Ça, c'est à faire une seule fois pour la session. Je vous ai expliqué comment tantôt, donc revenez en arrière au besoin. Lorsque vous exécutez vos scripts d'initialisation, assurez-vous de bien sélectionner HEC. Si vous êtes sur une autre base de données ou si vous êtes sur une table ou si vous n'êtes pas à la bonne place, vous risquez de ne pas effectuer les opérations au bon endroit. Donc, on clique sur la base de données. Ensuite, on vient dans l'onglet SQL et on colle le script d'initialisation. Au besoin, après avoir exécuté le script, rafraîchissez la page. Vous allez voir la table dans le menu de gauche ou les tables s'il y en a plusieurs. Ensuite, pour la table ou les tables, vous pouvez utiliser le menu pour faire les opérations que vous souhaitez. Donc, naviguer, consulter les données, consulter la structure, faire du SQL. Ça va être rare que vous allez faire du SQL directement ici dans les tables. Ça sera juste au niveau de la base de données et l'onglet d'insertion au besoin pour faire des tests. Vous pouvez aussi le supprimer dans Browse. Si vous dites, OK, au lieu de tout supprimer les données, je veux juste en enlever une, parfait. Et pour vous montrer, là, on était 25-26. Si j'ajoute quelque chose d'autre, je vais juste mettre test et regarder qu'est-ce qui se passe. Test sera ID de 28. Okay? Vous ne pouvez jamais revenir en arrière avec des ID. Donc ça, c'était PHPMyAdmin. Vous allez avoir ceci. L'interface est peut-être légèrement différente parce que la diapo a été créée au moment où on utilisait encore Cloud9 pour le cours, mais ça reste très très semblable. Les étapes sont les mêmes. On ouvre le script, on prépare la copie avec Command-C ou Ctrl-C, on sélectionne la bonne base de données. Faites attention ici, la base de données s'appelait C9, mais nous c'est HEC en minuscule, donc petite différence là. On va dans l'onglet SQL, on colle le script en 4 et on appuie sur Go. C'est maintenant à votre tour de faire l'initialisation. Gardez en tête ce que j'ai dit tantôt. Pour toutes les démos que moi je ferai, on aura besoin d'un seul script aujourd'hui pour le cours 10 spécifiquement, c'est celui des publications. Maintenant pour l'exercice, vous allez utiliser celui des articles. Donc à vous de jouer. Je mets la vidéo sur pause et on se revoit pour la solution, si je peux appeler ça la solution. Grosso modo, ça va être copier-coller le script dans PHPMyAdmin et appuyer sur Go. OK, alors je vous donne un instant pour faire ça. J'appuie sur pause et on se revoit pour la solution. Parfait, alors allons-y. On a le script ici. Je vais le mettre en surbrillance avec la souris ou avec commande A ou CTRL A sur PC. Je le copie, commande C ou CTRL C sur PC. Je viens dans Chrome. Vous voyez, je suis sur publication ici, ce n'est pas correct. Je vais aller choisir la base de données HEC dans l'onglet SQL. Je peux coller une commande SQL. Donc, la commande vous est fournie. Je peux prendre le temps juste de lire rapidement. Première étape, on enlève la table des articles si elle existe, qui permet de remettre dans l'état initial au besoin. On la crée, on aura 6 propriétés, ID, description, le prix, l'URL vers une image et les colonnes created et updated at, avec une clé primaire qui est ID. On insère 3 lignes initiales, chemise en jeans avec un prix, une image, pull en laine, sac à dos. Voyons voir si le résultat final correspond. Okay. Et je dirais, s'il a l'air de correspondre, c'est fort probablement tout a été correct parce que c'est le type d'opération qui fonctionne soit à 0%, soit à 100%. Okay, alors, ça a été fait. Vous voyez à gauche, je ne vois pas encore ma table des articles. Alors, ce que j'ai dit tantôt, appuyez sur le bouton de rafraîchissement de votre navigateur au besoin. Maintenant, je vois la table des articles. Je peux cliquer dessus. Quand on vient ici, on voit sa structure. Les 6 colonnes ont été bien définies. Comme j'ai dit, ça serait pratiquement impossible qu'il y en ait juste 4 des 6. Ça va être soit 0 avec un message d'erreur ou 6. Mais prenez le temps de valider à haut niveau. Quand je navigue pour les données, je vois chemise en jeans, pull en laine, sac à dos. Tout fonctionne. Et comme j'ai dit tantôt, si j'ajoutais une nouvelle ligne, ok, moi je sais pas, jogging à 19,99, je vais juste mettre abc.jpeg, j'ajoute une nouvelle ligne, c'est beau. Vous voyez, j'ai 4 entrées dans ma table. Et là, disons que je me dis, je veux repartir au point de départ.
Je reviens ici, je prends le script, je le copie, je sélectionne ma base de données HEC, je viens dans SQL, je colle, j'appuie sur Go. Au besoin, je rafraîchis ici. Et quand je retourne à l'article, je suis de retour avec les 3 données qui sont insérées par cette commande-ci. Vous pourriez l'enlever s'il y avait une raison valable. Vous pourriez dire, moi je vais enlever le Insert Into, mais en général, je vous donne des données pour rendre plus facile le reste des exercices. Et si vous avez une requête de sélection à faire par la suite et qu'il n'y a pas encore de données dans la base de données, dans la table spécifique plutôt, ça va être difficile de voir si votre requête de sélection fonctionne parce que vous ne saurez pas si c'est vide à cause d'une erreur ou vide parce qu'il n'y a pas de données. Alors, quand je vous donne des données, essayez de les laisser dans la requête. Mais si vous avez une bonne raison, vous pouvez aussi l'enlever. Ça fait le tour. Je vais m'assurer qu'on a vraiment tout couvert ici. Suivez les étapes. OK, c'est beau. Dans la base de données HEC, on l'a fait. Observez le contenu. On a ajouté un article manuellement. On l'a enlevé en exécutant à nouveau le script. Tantôt pour la démo, OK, on a fait l'explication, on a créé HEC, sélectionné, on a exécuté le script, tout ça c'est fait. Ensuite, prochaine capsule en 2.2, nous sommes rendus à la connexion à partir du serveur PHP vers le serveur de base de données MySQL et la requête select, requête de sélection. Alors voilà, c'est la fin de la capsule 2.1. Merci de votre écoute. Et on se revoit pour 2.2.